effectivement ce qu'on appelle Hinaya, c'est les bases de connaissances. C'est qu'une certaine représentation de la connaissance du domaine, donc le patrimoine, et comment guider justement cette IA générale à faire. On vous entend plus. C'est lui avec la connexion. Ah, c'est nous, là. Je pense que c'est assez. En fait, à la fin du reportage. Pardon, j'avais perdu la connexion, donc je finis juste pour dire que ces deux inquiétudes, donc la connaissance, l'expertise et aussi la vérification de la donnée, etc., c'est des inquiétudes qui sont générales, qui sont partagées par toute discipline, par toute communauté, et même dans les pays qui sont beaucoup plus développés que nous en termes de données, d'infrastructures, de modèles, etc. Voilà, merci. Merci Madame Fayal. On a dit rapidement l'archéologue. كي خطر انه كيمد لو موديل يدير موديل يسرق لنا يعني التراث تاعنا. هذا جاوبت عليه بروفيسور قرا في ديبي دو سو ديبا بلي لوتيليزاسيون تاع l'intelligence artificielle ماهيش لوتيليزاسيون تاع لي موديل جينيراتيف. يعني كيعود عندك انت لي زوتي دو نوميليزاسيون تكون عندك داتا سيت. Donc, l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est en collaboration avec les informaticiens et les experts en intelligence artificielle pour développer un modèle propre, une architecture propre à entraîner sur ces modèles. Mais l'utilisation, c'est ChatGPT, du tout. Donc, là, on a le modèle à entraîner sur ces données numérisées. Ce n'est pas le ChatGPT. Qui est le concept de la sécurisation des données. Voilà, sécurisation des données. Donc c'est ça l'utilisation des données. Non, أستاذ أنا مش دوكا نشوفوا في إرهاب هذا راهي عامة مش خاصة واحد يصور موقع ما يجيش يدير لي التليفون باش يبعث أنا نهضر كوتي هذا ماشي كوتي تاع كوتي سيونتيفيك باغ أنا نشوف à mon avis, le problème de l'intelligence artificielle, il y a le problème de l'utilisation des modèles génératifs. Mais l'intelligence artificielle, c'est une partie de l'intelligence artificielle. Il y a un étudiant, il sait l'intelligence artificielle, il faut atteindre des plans webin, on va atteindre un résumé, même pour rédiger des thèses et des mémoires. Donc, je trouve que l'INA a le problème de mais il y a l'intelligence artificielle. En question toujours avec Madame Dechouk, bonjour. Vous avez activé le micro, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. J'ai entendu un mot très intéressant, danger, deux mots, danger, intelligence artificielle. Bonjour Madame Dechouk, je tiens tout d'abord à m'excuser au nom de tous les membres qui participent à la table ronde pour le problème que vous avez eu. Là, on pensait qu'on avait mis le lien en bas de l'affiche. Et donc, on pensait que c'était accessible, qu'il n'y avait pas de problème. Donc, vraiment, on est désolé que vous n'ayez pas pu participer dès le début de la séance. On vous souhaite la bienvenue et vous avez la parole. Merci beaucoup. Et c'est pas trop tard. Je pense que je peux toujours participer. C'est toujours un plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Donc si je peux réentendre la dernière question qui a été posée, parce que ces deux mots m'intéressent. Ces deux mots mis côte à côte, danger et intelligence artificielle, ça m'intéresse. C'est une question qui a été posée par qui? L'archéologue. D'accord.
Vous avez la parole. Bonjour Yasmine, c'est toujours un plaisir de vous voir parmi nous. En fait, je vais essayer de synthétiser un petit peu la question autour de la relation entre l'intelligence artificielle comme une réalité qui s'impose et le recours à l'intelligence artificielle peut entraîner des dangers. Les dangers ne sont pas exactement spécifiés. Donc le débat autour de ces dangers-là. Chaque discipline ou chacun interprète les dangers dans son domaine de compétence. Notre cher collègue de l'archéologie, il a soulevé le problème de l'identité, الهوية، الصراع القائم على الهوية والانتساب لحضارة معينة، تاريخ معين، مرجعية معينة، والسؤال الفصلي. Il a tout à fait raison par rapport à ça. Donc l'intelligence artificielle peut avoir une part, entre parenthèses, de responsabilité quant à la prise en charge de cette dimension-là. Donc la question a été autour de ça. Voilà. Ben, c'est une question très intéressante parce que là, on va aborder deux sujets qui sont importants. Le problème d'éthique et l'éthique, que ce soit éthique sociétale et éthique technique. Alors l'éthique, concernant l'éthique sociétale, c'est par rapport aux données qu'on va utiliser. Parce que quand on parle d'éthique, on parle de données. Donc on va récolter des images, on va récolter des scans 3D. Je pense que même en archéologie, vous faites des scanners 3D pour les villes anciennes, les villes antiques par exemple. On va récolter un certain nombre d'informations. Donc par rapport à ces informations, à qui appartient ces informations? Donc le plus souvent, c'est un bien public. Et pour les monuments classés, c'est un bien qui appartient à l'humanité. On est bien d'accord. Donc à partir de ce moment-là, que va-t-on faire de ces données? Est-ce qu'on va les utiliser à des fins commerciales ou pas? C'est autorisé de les utiliser à des fins commerciales pour la plupart des pays. C'est pas interdit. Mais comment? Alors, dans beaucoup de pays, on demande une autorisation. Ça ne se fait pas comme ça. On demande une autorisation pour une réutilisation à des fins commerciales. En France, il y a ce qu'on appelle le droit au panorama. Donc, tout à chacun peut prendre des photos et les publier et les réutiliser. Des fois, on se pose la question, ils sont en train de nous espionner. Voilà. Il y a une grande part de vérité, donc il faut faire attention. Donc, l'expert là, il nous a enseigné comment se protéger, minimiser, donc se protéger à 100%, c'est impossible. Donc, quand vous voyagez, un conseil, faites attention. Si vous avez des données personnelles, essayez de les éliminer. Voilà, c'est ça. C'est par rapport à la sécurité des données. D'accord? Voilà, c'est ça, merci. Je rajouterai autre chose. Malheureusement, pour renforcer la sécurité, quand on parle de données, c'est une question de budget. Quand on crée, par exemple, si on pense créer une application ou si un musée pense créer un site internet où il partagerait les données de notre patrimoine, ça nécessite un budget très important pour sécuriser les données. Donc plus on demande de la sécurité, plus ça demande de l'argent. Alors on peut, et malheureusement on a recours à le système le plus sécurité, c'est le cloud. Parce qu'ils utilisent un système de redondance. Donc la protection de données n'est pas gérée que par une équipe, elle est gérée par plusieurs équipes. Et même stockée dans plusieurs endroits. C'est ce qu'on appelle un système de redondance. Et il est très performant, mais il est stocké et quand on fait appel aux clouds qui sont à l'étranger, ça demande énormément, c'est un budget très important. Mais on pourrait tout à fait stocker localement. La problématique de stocker localement, c'est que
soumis à donc les données peuvent se perdre, il peut qu'il y ait un incendie ou donc on n'aura pas la même démarche, donc on peut perdre les données. Donc ça c'est des défis auxquels il faut penser, mais c'est vrai que ça demande beaucoup d'investissement et beaucoup de fonds pour plus on sécurise, plus ça demande des fonds financiers très importants. Merci Madame Leslie. Je voudrais poser les 3 dernières questions au premier axe. C'est en question toujours des données. Vous avez tous souligné l'importance d'avoir des données, des bases de données pour appliquer l'intelligence artificielle. En informatique, on parle du dataset. Il faut avoir des datasets bien structurés. Big dataset, si on veut appliquer deep learning, c'est des réseaux de neurones approfondis. Datasets bien annotés par des experts, si on veut, on souhaite utiliser l'apprentissage supervisé, supervised learning. Ma question est adressée aux informaticiens. Quel processus recommandez-vous aux architectes pour faciliter la structuration ou le traitement des données? Quels outils peuvent faciliter le traitement de ces données et quels défis posent les données patrimoniales en point de vue de volume, hétérogénéité ou la format non structuré? Ma question est à professeur Ara Mohamed et à Madame Saïda. Oui, Madame Deschaux. Si je peux me permettre, pas sur le plan technique, hein, mais je veux juste soulever un point. Ces derniers temps, on parle beaucoup de la démarche human in loop. C'est-à-dire que même quand on pense utiliser les données, il faut que ça soit révisé par des experts. Il faut que ça soit revu par des humains. On ne peut pas faire une démarche sans qu'il y ait human in loop. Donc ça, c'est très important. Aussi, si je parle par exemple de ChatGPT, il y a quelque chose de moi qui me met un peu, c'est que ChatGPT a été nourri par son narratif est occidental. Il a été beaucoup nourri par des informations qui viennent d'Occident. Tout simplement parce que leur client est occidental, parce qu'ils savent très bien que les abonnements ne vont pas être pris par le Global Sud. C'est une question de moyens. Donc ils ont visé le client occidental parce qu'ils savent qu'il va s'abonner, donc ils l'ont alimenté par des informations occidentales. C'est pour cela que quand on cherche des informations sur l'Algérie, par exemple, c'est très faible. Il y a très peu de données sur l'Algérie. Ici, par exemple, on compare avec la Chine, son chatbot, on lui a donné les données, beaucoup de données asiatiques. Donc ils ont un chatbot qui correspond à leur culture et à leur patrimoine. C'est ce qu'il faudrait nous-mêmes qu'on développe. Soit l'Algérie, un chatbot algérien, soit un chatbot maghrébin, pourquoi pas un chatbot africain ou un chatbot humain, puisque ça nécessite des budgets énormes, hein. C'est des milliards et des milliards qui ont été investis et on en investit chaque année pour alimenter ChatGPT en données. Et je rajouterai autre chose. Faire attention avec ChatGPT, c'est pas une réponse scientifique, c'est comme moteur de recherche amélioré. Donc il ne faut pas se fier, parce que les données qu'il a utilisées, c'est des données qui sont sur Internet. Et récemment, ils vont introduire les données qui sont sur Facebook. Donc tout ce qu'on va écrire sur Facebook va alimenter ChatGPT. Donc on est d'accord que ce n'est pas des informations fiables, même si les nouvelles versions, maintenant, ils vous donnent la source
sur les différentes versions de ChatGPT, il vous donne la source d'où il a ramené sa source. Mais sa source est souvent des sites internet, des blogs, des articles de journaux. Ce n'est pas des livres et ce n'est pas des articles scientifiques. Très rarement, il faut faire attention quand on fait de la recherche ou de la documentation, ne pas utiliser ChatGPT comme ça. Merci, Madame Chaud. La question comment les données dans le domaine de l'architecture vont être utilisées par des modèles IA. Premièrement, je ne sais pas quel type de données utilisent les architectes, mais d'après cette rencontre, je pense qu'ils utilisent des images, des textes, des vidéos et des vocaux, donc tout outil médiatique. Donc j'ai noté quelques problèmes soulevés par Mme Chapelle. C'est les données sémantiques. Donc l'image, elle a en ce qui est ralentisseur, toute information a deux aspects, l'aspect sémantique et l'aspect syntaxique. Donc une image telle que la ligne droite, les angles, c'est les aspects syntaxiques. Donc pour former un angle, il faut un angle droit par exemple, il faut deux lignes orthogonales. Donc les images dans le domaine de l'architecture, ils ont un aspect sémantique, ils ont un sens. Donc le sens, on utilise donc l'aspect sémantique, une analyse, et l'aspect sémantique est le plus difficile. Donc le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est l'entraînement de modèles sur des données de notre patrimoine. Cela nécessite la construction de datasets, ou la construction de datasets dans le domaine du patrimoine va demander du temps, va demander des experts et va demander donc un risque pour l'acquisition. Pour la notation, en général, en tant qu'informaticien, quand on acquiert des données nouvelles, on passe par l'étape d'annotation. L'annotation, c'est d'étiqueter les données. L'étiquetage doit se faire normalement sous le contrôle des experts. Pour dire que l'image représente telle chose, l'image a les caractéristiques suivantes, donc je dois être contrôlé par les experts dans le domaine. Donc ça demande beaucoup de temps. Donc par exemple, on travaille sur l'analyse des sentiments. Donc on utilise plus d'un expert, un annotateur. Donc après l'annotation, on utilise des techniques de vérification. Est-ce que pour contrôler le degré de similarité entre plusieurs annotateurs. Si le degré est au-dessus d'un certain seuil, il faut passer par un annotateur. Pour les textes, l'intelligence artificielle peut résumer, peut extraire les entités, donc peut détecter, par exemple, le problème soulevé, c'est quand je prends une image, tout un background, arrière-plan,
avant le sma, derrière l'image de l'arbre. Donc on peut passer par la reconnaissance d'un certain type d'arbre. Et pour avoir ça, il faut lui donner des milliers d'images concernant ce type d'arbre dans n'importe quelle position, dans n'importe quelle saison, où ils vont être annotés par les experts. C'est tel arbre, il va, après être entraîné, il va être capable de reconnaître, d'identifier l'arbre, quel que soit le background de l'arbre. Mais ça reste, le point de l'arbre il y a les datasets. Les datasets. Et ça va nous coûter du temps par des années. Mais je pense que l'année, on va 2 ans. Je vais enchaîner avec. C'est une question adressée à la professeure A, du moment qu'elle a évoqué cette question de la façon de contrôler, je dirais, l'intelligence artificielle. Kain Wahed, l'écrivain Billy, c'est un pionnier dans ce qu'on appelle la syntaxe spatiale, l'étude comportementale. Dans son ouvrage Space is the Machine, il se pose la question, la fin de la préface, can we humanize the machine? Est-ce qu'on peut humaniser la machine? هل يمكن أن نسلط الآلة. Donc la question elle est posée aux informaticiens parce que bon, ils ont affaire à quelque chose de rigide, de mathématique. Donc je me pose la question avec vous, madame, est-ce qu'il y a possibilité d'humaniser la machine? Voilà. C'est quoi être humain? C'est des sensations. C'est des sensations, c'est des pensées, c'est des l'état d'esprit, un état émotionnel. Est-ce que uniquement la connaissance liée à l'être humain? C'est pas ça. L'être humain هي البيئة تاعو اللي عايش فيها، هي واش يعتقد، هي وين تربى، هي الإنسان complex. Donc, can we humanize the machine is a big question. On a atteint un certain niveau d'humanisation, je ne sais pas, le futur de changer. Parce que les années 50, Alan Turing, الأول هو اللي أول ما فكر في الماشين، قال لك دار التيست، قال لك كيفاش نعرف بلي لا ماشين est intelligente, elle a un niveau d'intelligence. Le test chez moi, انه يحط dans 2 chambres séparées، يحط un être humain هنا وune machine هنا، ويعطيهم normalement des questions اللي يقدروا يكونوا orales، écrites معناها نقدر نكتب له بيدي، معناها لازم لا ماشين تكون تقدر عندها لابيليتي باش تشوف لا فيزيون، باش تقدر الريكوني هاند ريتن ريكوجنيشن، تقدر تعرف الخط. دوكا بارابور الالات هما يقدر ما يفهمش كتبتي. اسكو كي نكتب لك جمله نكمل في التيست تاع تورينغ، التيست تاع تورينغ يقول لك نعطي لهذيك لا ماشين une question، la même question نعطيها للêtre humain، normalement quand je récupère les réponses je n'aurai pas la possibilité de discerner la réponse تاع la machine وراهي la réponse تاع l'être humain. Est-ce que وصلنا لها الآن؟ هذه كوتي سيانتيفيك، كوتي ايموسيونيل، كوتي بيئة، كوتي est-ce que دوكا لا ماشين تقدر ديتيكتي مثلا، تقدر تكتب لك تقول لها اكتبي لي ان ديسكور ولا كيما طلب ولا كيما، تقدر دير له هكا باسكو وتبقى دائما لا ماشين عندنا. كاين ثاني في لا سونساسيون اللي يقول لك اسكو اون بو انتريني لا ماشين باش تحس. انا جو بونس با. انا جو سوي انفورماتيسيان، جي ترافاي دوبوي كنت 88 وانا نخدم في 88. جي البروجي تاع الانتيجنس سيتي ان سيستيم اكسبير، وكان عندي بني صغير هذاك وين زاد
قلت لي عندي لوبورتونيتي باش نعسو كيفاش راه يتعلم باش نقدر انا ندير هذيك لابروش في لاماشين. الى الان انا نديرو في لابرونتيساج وصدقني تعطيني دي ميليي. كاين اون ديفيرونس انتر لابرونتيساج هيومان و لابرونتيساج اوتوماتيك. حنا راني دايما نهضر يلفو انوتي يلفو نقولو هذا اخبار هذا مسلك هذا. اسكو وليدك تقول له يسوفي الانسان يتعلم ان سوبرفايز ليرنينغ. تقدر ما تقولوش خلاص هذيك الحاجه تقولها لا ماشين دي ميليي دو فوا باش يقدر يتعلمها. دونك الانسان تقدر تقولها له مره خلاص وتقدر ما تعرفش كيفاش تعلمها بك هذيك الحاجه. تقدر ما تعرفش وانت تعلمها. الله سبحان الله يعني on essaie d'humaniser la machine ou le futur qui va trancher. Révéler ça. Madame Cohen, si l'intervention peut attendre jusqu'après la pause, sinon vous pouvez intervenir si c'est pas trop long. Il n'y a pas de souci, c'est comme vous voulez. Donc on revient. Ça nous permettra de reprendre directement. Ça marche, on retire la question. On reprend dans une demi-heure, donc 40 minutes au maximum. Ok, merci. Merci. Donc on fait une pause déjeuner. Ils vont nous dire voilà, quelles sont les parties importantes, pertinentes pour le en étude. Après vient le rôle, ici, le rôle de l'informaticien. Donc on récupère ces données-là. Ça peut être, donc pour nous, c'est principalement textuel. Ça peut être des tableaux aussi et quelques illustrations. Mais c'est beaucoup de texte. Donc pour nous, le texte, c'est du non structuré. Le fichier d'inventaire, c'est ce qu'on appelle le non structuré. Un tableau, c'est structuré. Il y a des lignes, des colonnes. Le texte, non, c'est du non structuré. Ça peut être entre les deux, on parle de semi-structuré. Donc là, l'objectif, c'est d'arriver justement à prendre ce texte, utiliser plusieurs modèles, donc les plus pertinents, c'est ça, où va être le rôle de l'informaticien, c'est choisir les modèles les plus adaptés pour extraire ces informations à partir de toutes ces sources-là. Madame tout à l'heure parlait d'entités nommées, l'identification des entités nommées, le NER, l'extraction des relations, tout ça pour identifier ou pour construire notre knowledge graph. Ensuite vient donc la validation. On ne fait pas confiance à ce qui a été généré par la machine ou l'algorithme. Il y a l'intelligence sur l'intelligence naturelle par opposition à l'intelligence artificielle, l'intelligence naturelle humaine qui va nous dire oui, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et ensuite, la dernière étape du cycle, c'est l'exploitation de ces données validées. Ça peut être lié à des plateformes, c'est du génie logiciel, c'est-à-dire des applications qui vont juste afficher ce qui a été stocké comme connaissance, donc faciliter l'accès. Ce qui était éparpillé dans diverses sources à la base, en entrée, il sera centralisé dans une plateforme commune et donc l'accès à ces connaissances, le croisement entre ces connaissances sera affiché à travers diverses interfaces. Et ça peut être des applications plus avancées, dites dirigées par l'IA, où on injecte l'IA même au niveau de l'application pour exploiter ces connaissances pour d'autres fins. Donc, et c'est itératif, c'est-à-dire s'il y a de nouvelles sources, on peut enrichir, on peut adapter les modèles, on peut étendre les graphes de connaissances, etc. Donc ça c'est un exemple d'exploitation, de traitement des données, des architectes dans notre cas. C'est vrai que ça me permet de dire aussi que les datasets sont importants. La disponibilité des datasets est importante. Datasets vérifiés, bien sûr, encore une fois fiables. Ça c'est un critère très important. Pour qu'on puisse faire toutes ces choses-là, si on prend Wikipédia en entrée, on peut faire le travail avec Wikipédia, mais évidemment on n'aura pas le même résultat. Aussi pour revenir à la question de humaniser la machine, etc. Oui, c'est presque philosophique. Donc je ne vais pas donner, Madame Carr a donné une réponse très pertinente. C'est vrai qu'il y a l'humain, il y a beaucoup plus de dimensions. On peut pas, je ne pense pas qu'on puisse dire, je ne prononce pas, mais
c'est juste un petit avis. On ne peut pas humaniser la machine, mais la crainte qu'ont les experts mondiaux en IA, je pense qu'elle est différente, dans le sens où c'est plus les dangers que peut apporter l'IA. Si je prends l'exemple des 3 experts mondiaux, les pionniers du domaine, qui ont reçu d'ailleurs le prix Turing, je ne sais pas si vous connaissez en 2018, il y a 3 chercheurs qui ont reçu le prix Turing. Le prix Turing, c'est l'équivalent du Nobel pour les informaticiens. Donc il y a Jeffrey Hinton, qui travaille pour Google. Il y a Yann LeCun, qui travaille pour Meta. Et il y a aussi Bengio, voilà, Yoshua Bengio. Alors, les 3, ils ont eu le prix Turing. Donc parmi eux, il y en a 2 qui voient en IA un grand danger. Et le 3e, il voit que c'est non, pas de danger réel de l'IA. Donc entre les experts, ce que ça veut dire qu'entre les experts du domaine à l'échelle, les experts mondiaux du domaine, ils ne sont pas d'accord entre eux. C'est des prévisions, des prédictions, on verra ce que l'avenir nous dira. Mais Bengio, par exemple, il dit que parmi les dangers de l'IA, c'est qu'on va l'utiliser. On revient à notre utilisation de l'homme. Bon, il donne un autre exemple que je trouve extrême, c'est dans le sens où l'IA va vouloir s'auto-préserver, c'est-à-dire elle nous empêchera de l'éteindre. Ce sont ses propres paroles. Un film de science-fiction, c'est l'expert qui le dit. Et donc là, justement, ces travaux, ils vont vers une IA plus sûre et plus fiable, et qui, si jamais elle génère une action qui puisse nuire, l'action ne va pas se faire. Ça, c'est Bengio qui le dit. Hinton, il dit on peut avoir des soldats tueurs si l'IA est injectée dans les armements militaires.